encore donc une présentation 3R, après j'arrête avec la publicité pour le master. Et donc Caroline Caradu qui vient de Bordeaux avec un thème très différent sur la réparation tissulaire après ischémie chronique dans le diabète. Merci les membres de l'Académie, chers collègues, merci de me donner l'opportunité de vous parler de ce travail que j'ai réalisé dans le cadre de la master 2 sur perfusion et réparation tissulaire post-ischémie chronique dans le diabète. Je l'ai réalisé à l'unité 1034 sur Bordeaux. Et donc, comme vous le savez, le diabète est un problème majeur de santé publique actuellement, avec des complications macro- et microvasculaires, et notamment l'AOMI et la neuropathie périphérique, qui, dans 25% des cas, vont être à l'origine de l'apparition d'un pied diabétique, avec encore 30% de ces patients qui vont se retrouver en échec de revascularisation, et pour lesquels, malheureusement, nous n'avons pas d'autre solution thérapeutique que de proposer à terme un geste d'amputation, avec la morbimortalité que cela va impliquer. Alors, il y a eu de nombreux essais thérapeutiques, avec d'abord l'hyloprost et sympathectomie qui n'ont pas fait la preuve d'une efficacité suffisante. Et puis ensuite, il y a eu les essais de thérapie génique, les essais de thérapie cellulaire pour angiogénique. Et finalement, ces essais semblaient prometteurs sur les modèles animaux et même sur les études pilotes chez l'homme. Et ça a été non confirmé par tous les essais randomisés contrôlés versus placebo qui ont été publiés récemment. Donc, les causes d'échec thérapeutique retrouvées étaient principalement le diabète et la dialyse. Et finalement, on peut supposer que ces échecs étaient en partie liés au fait que le phénotype histologique d'ischémie critique est mal connu chez l'homme et que les modèles murins qui avaient été utilisés au départ étaient probablement non adaptés. Et probablement que la dysfonction cellulaire qui est médiée par cette pathologie était responsable de ces échecs. Et donc notre hypothèse a été de se dire que la dysfonction endothéliale engendrée par le diabète pourrait représenter une éventuelle cible d'intérêt pour promouvoir la perfusion et la réparation tissulaire post-ischémie. Donc j'avais 3 objectifs durant cette année de master. D'abord évaluer le phénotype de défaut de réparation tissulaire et de perfusion chez l'homme, puis établir un modèle expérimental murin de diabète et d'ischémie qui se rapprocherait du phénotype humain, et enfin déterminer les possibles mécanismes physiopathologiques à l'origine des défauts de perfusion et de réparation. Donc les tissus humains qui ont été analysés faisaient partie d'un PHRC, et on a pu comparer des tissus contrôle avec des sujets de patients en ischémie d'effort, donc des claudicants Rutherford 3, et à des sujets en ischémie critique, Rutherford 5 et 6. On a pu se rendre compte qu'en marquage des spines, on avait un défaut significatif de réparation musculaire chez ces patients en ischémie critique, avec une augmentation de la fibrose que vous voyez ici en vert. Et il y avait ce qui est décrit dans la littérature comme un phénotype myopathique chez ces patients en ischémie critique. À notre surprise, nous n'avions pas de défaut d'angiogenèse chez ces patients, puisque là vous voyez les marquages CD31 en marron. Les vaisseaux étaient différents, mais en termes de nombre, il n'y avait pas de différence significative. Et finalement, nous avions une augmentation de l'inflammation, un marquage CD68 qui était significatif, et une absence de résolution des phénomènes d'œdème interstitiel, avec ici le marquage albumine en rouge. Donc au total, on avait un phénotype qui retrouvait un défaut de réparation musculaire, mais sans diminution de densité capillaire, et des signes qui nous évoquaient la présence d'une éventuelle dysfonction endothéliale. Donc on a cherché à mettre au point un modèle d'ischémie qui pourrait se rapprocher de ça, et on l'a comparé au modèle qui était utilisé jusqu'à présent dans mon laboratoire, qui était le modèle de ligature exérèse de la fémorale. Et donc ce nouveau modèle, c'est un modèle de ligature séquentielle, que vous voyez sur la courbe orange, où à J0, on réalisait une ligature de la fémorale commune et 3 collatérales, et à J4, on réalisait une ligature de l'iliaque primitive, et on observait les résultats à J28. Vous voyez ici en laser Doppler qu'on avait une diminution significative de la perfusion dans le groupe ligature séquentielle, et on avait bien ce défaut de réparation musculaire chez ces souris, avec en QPCR une augmentation des marqueurs précoces de différenciation musculaire avec la myoglobine, et une diminution des marqueurs tardifs avec la myosine et le chaîne-1, qui nous laissait penser qu'il y avait un défaut de maturation au niveau de ce muscle. On avait de la même façon l'absence de défaut d'angiogenèse et l'absence de résolution des phénomènes inflammatoires et nodales. Donc finalement, notre modèle de ligature séquentielle nous semblait plutôt satisfaisant puisqu'il s'approchait du phénotype humain qu'on cherchait à reproduire. Et en plus, il nous offrait une fenêtre thérapeutique de 28 jours qui était plutôt pas mal pour l'étude de nouveaux traitements. Donc on a ensuite testé ce modèle chez un modèle murin de diabète induit par la streptozotocine. Et on a pu voir que ce phénotype myopathique était majoré chez nos souris diabétiques avec une majoration donc, de la fibrose, de la dégénérescence adipocytaire du muscle. Toujours un défaut toujours une absence de défaut d'angiogenèse, même chez ces souris diabétiques, une absence de résolution des phénomènes inflammatoires et d'œdème, et le diabète entraînait une augmentation du stress oxydatif,
qu'on peut voir ici sur des coupes d'aorte en face, avec une augmentation du marquage NF-κB significative. Et c'était lié en QPCR à une diminution significative des capacités antioxydantes avec une diminution de la superoxydismutase 2. Donc, possible participation d'une dysfonction endothéliale globale dans ce modèle murin de diabète et d'ischémie critique. Et finalement, on a cherché une thérapie qui pouvait donc agir sur cette dysfonction endothéliale et qui ne soit pas pro-angiogénique, puisqu'a priori, ce n'était pas vraiment le problème majeur chez ces patients. Et dans le laboratoire dans lequel je travaille, il y avait déjà eu des études sur les souris LEPR des DDB, qui est un modèle de diabète de type 2, et il avait été démontré qu'il y avait une diminution significative de la voie et jog chez ces souris, tant au niveau de l'expression en QPCR que de l'expression en Western blot, et que chez des souris KO pour le déserté jog, on avait une augmentation des phénomènes d'extravasation capillaire et donc de la dysfonction endothéliale. Alors la voie Hedgehog, pour ceux qui ne sont pas familiers avec elle, en fait on a les ligands Hedgehog qui vont venir se lier à leur récepteur PATCH1, qui va lever l'inhibition sur le récepteur SMO et permettre l'activation de facteurs de transcription. Et en fait, lorsqu'on n'a plus ces ligands, on n'a plus cette levée d'inhibition, donc plus de transcription. Le traitement qu'on a ciblé, c'était le SAG, le Smooth Agonist, qui va nous permettre d'obtenir donc une diminution de cette extravasation et cette dysfonction, et qui en fait vient relier sur le récepteur SMO et non sur le récepteur PATCH1, de manière à ne pas avoir tous les problèmes qui peuvent être liés à des problèmes de néoplasie qui sont déjà décrits sur la voie Hedgehog. Alors on a cherché à caractériser un petit peu plus cette thérapie, et pour ça on a utilisé un modèle murin d'angiogenèse de cornée, où on a pu voir que le SAG était effectivement non pro-angiogénique, puisque comparé à un contrôle avec juste le véhicule ou un contrôle positif avec le VEF, eh bien nous n'avions pas d'angiogenèse dans ce groupe. Nous avons aussi pu voir sur des cultures cellulaires du VEC, où nous avions un milieu de culture contrôle avec un milieu de culture glucose enrichi avec 4,5 g de glucose par litre, un milieu enrichi glucose plus SAG, que finalement sur nos Western blot, on avait une diminution significative de l'interaction VE-cadérine bêta-caténine, qui sont des molécules de jonction endothéliale, et qu'en présence de notre traitement, cette interaction semblait restaurée. Par ailleurs, on a pu réaliser en collaboration avec l'unité 1045 des études sur le myographe de Mulani, où on prélevait en fait les artères fémorales superficielles de nos souris, et on pouvait observer qu'en présence de diabète, il y avait une diminution significative de la relaxation des cellules endothéliales à l'acétylcholine, et qu'en présence du traitement par SAC, ces souris diabétiques récupéraient un effet max de cette relaxation, avec une CE50 qui restait malgré tout décalée légèrement sur la droite, donc un effet qui n'était pas complètement restauré. La question se posait de savoir s'il s'agissait vraiment d'un défaut endothélial ou d'un défaut de réponse des CML au NO, et pour ça on a utilisé un donneur de NO qui est le sodium nitroprusside. On voit que les courbes se superposaient à ce moment-là, donc que le défaut était bien endothélial. Restait la question de savoir si le SAG allait agir par l'intermédiaire des nerfs, ce qui est plutôt problématique chez ces patients diabétiques qui sont souvent neuropathes, sinon il était possible qu'il agisse directement sur nos cellules endothéliales. Et on a utilisé un modèle murin de dénervation sciatique, ce qui engendre une démyélinisation de l'aval massive, et on a traité une partie de ces souris par le SAG. Et on peut voir ici que la démyélinisation massive était toujours présente, même en présence de SAG, donc pas de récupération neurologique, mais que par contre on avait bien une diminution du défaut de réparation musculaire chez ces souris traitées, et une diminution de l'œdème interstitiel, donc un mécanisme d'action qui semblait pouvoir passer directement par les cellules endothéliales. On a ensuite cherché à tester ce traitement chez nos souris diabétiques en ischémie, et on a pu voir que le diabète n'était pas modifié et pas traité par le SAG, mais qu'on obtenait bien une diminution du défaut de réparation, là encore, et une diminution de l'inflammation. Alors, il y a beaucoup de limites encore à cette étude, puisque, comme vous avez pu le voir, on a encore peu de souris dans le groupe traité, ce qui est en partie lié au fait que le modèle murin de diabète par streptozotocine a une mortalité très élevée. Nous, on était de l'ordre de 50%, ce qui nous limitait les effectifs. Là, on a augmenté les effectifs. Je viens d'avoir les résultats la semaine dernière, je n'ai pas pu tout analyser pour vous les donner là, mais ça semble quand même plutôt prometteur. On avait aussi des limites chez l'homme, puisqu'on avait pas mal de différences interindividuelles. On est en train de réfléchir à réaliser un essai prospectif avec des prélèvements qui soient vraiment tous les mêmes, pour pouvoir bien comparer et pas avoir de biais. Voilà. Donc, en conclusion générale, traiter la dysfonction endothéliale semble être une voie d'intérêt pour promouvoir la perfusion et la réparation tissulaire post-ischémique dans ce contexte. Il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir envisager des essais cliniques
à ce niveau. Et on a aussi des souris qui viennent d'être achetées, là on est en train de les faire se reproduire, qui sont KO pour le récepteur SMO pour voir si le mécanisme d'action qu'on envisage est bien bon. Voilà. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Très beau travail. Avant d'envisager des essais cliniques, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modèles animaux à évaluer? Parce que... Alors, on a aussi les souris LPR-DVDB qui viennent d'arriver, qui sont diabète de type 2. Nous, on avait choisi le modèle streptozotocine de par le fait qu'on voulait pouvoir avoir des KO plus le diabète. En fait, je pense qu'il faut quand même qu'on confirme ça sur un autre modèle de diabète allemand. Mon laboratoire travaillant sur la souris, voilà, on reste sur des modèles de souris, mais je pense qu'on va confirmer ça quand même sur ces souris-là. Merci beaucoup pour le joli travail. Je voulais vous demander, est-ce que ça peut intervenir aussi dans le traitement d'autres pathologies endothéliales? Tout à fait, je pense qu'il y aura des applications à terme là-dessus. C'est une molécule qui pour l'instant est pas brevetée, donc mon unité est aussi en train de travailler là-dessus pour le breveter au moins dans certaines indications. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais vous féliciter parce que c'est un énorme travail. Et puis en plus, ces travaux qui à la fois ont des modèles animaux et puis de la biologie la plus innovante possible, je trouve que c'est bien et vous le maniez avec beaucoup de dextérité. Moi, je vais être très indiscret, c'est un travail qui a fait combien de temps ça? Vous êtes en combien de année là? Là, moi, c'est juste mon travail de master, donc j'ai passé l'année et je vais continuer sur une thèse de science, donc je garde les liens avec le laboratoire. Impressionnant, parce qu'effectivement, tous les modèles murins dont vous avez parlé, tout le préliminaire pour pouvoir monter un geste thérapeutique, c'est assez exceptionnel comme travail. Bravo. Merci. Vous ne faites pas 35 heures. Bien, on passe